Bonjour à tous. Donc, comme prévu, je vais enregistrer aujourd'hui la vidéo qui permet de terminer le chapitre 2, consacré à l'évaluation du non marchand. Et donc, après avoir discuté de la méthode des prix hédoniques, on va pouvoir, pardon, après avoir parlé de la méthode des coûts de transport plutôt, on va pouvoir passer à la section sur les prix hédoniques. Donc, je vais simplement vous rappeler, enfin, plutôt terminer sur la méthode des coûts de transport en revenant un tout petit peu en arrière. En cours, on a présenté cette méthode de manière, générale, les intuitions de fond qui nous viennent de Harold Hotelling, en utilisant l'exemple d'un parc et donc on avait terminé en discutant de ce que pouvait apporter finalement, quelles étaient les réponses qui pouvaient être données, hem, à partir de ce type d'évaluation, donc de la valorisation ou la valeur sociale d'un parc ou de toute autre infrastructure publique. Et donc, parmi les pour faire le point, je vous rappelle donc les 3 étapes, dans la mise en place de cette méthode des coûts de transport. Donc, premier point, c'est la délimitation, l'identification du champ qu'on cherche à évaluer. Donc, est-ce qu'on cherche à évaluer l'usage global d'une infrastructure, d'un parc, par exemple, ce qui a été fait dans ce que j'ai présenté, en cours? Ou bien est-ce qu'on s'intéresse à un usage plus spécifique? Par exemple, quand vous avez un parc avec un lac, le lac pouvant servir, par exemple, à la fois à une activité de pêche, à de la baignade et cetera. On peut potentiellement vouloir délimiter vraiment le champ de l'évaluation à un seul type d'activité et idem pour la population cible. On peut s'intéresser uniquement à la valorisation, sociale du parc, pour la population locale, dans notre commune par exemple, ou bien au niveau national, voire carrément international, tenir compte simplement des résidents ou aussi des touristes et cetera. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont un peu modifier la manière de mettre en place cette méthode des coûts de transport, principalement au stade de l'enquête auprès des personnes concernées. Mais, fondamentalement, toutes les intuitions dont on a parlé, hein, elles demeurent pertinentes. Ensuite, donc, il y a la deuxième étape qui est vraiment la mise en place, du questionnaire pour collecter les données pertinentes. Donc, se pose la question, est-ce qu'on interroge sur un usage global d'une infrastructure ou un usage plus spécifique, par exemple? Est-ce qu'on interroge aussi sur des substituts, par exemple d'autres parcs ou si vous vous intéressez à un musée, d'autres musées qui peuvent être potentiellement proches, ça dépend un peu du milieu dans lequel on se situe. Et sur la méthode d'enquête, donc est-ce qu'on interroge des personnes sur site, par exemple à leur entrée, dans le parc? Ou bien est-ce qu'on interroge tous les visiteurs potentiels, typiquement par téléphone ou par internet, on leur demande: «Est-ce qu'ils sont venus dans l'année? Et si oui, combien de fois?» Donc ça aussi, ça va modifier un petit peu la manière de traiter les données, mais ça rentre toujours dans le champ de ce qu'on appelle la méthode des coûts de transport. Et puis ensuite, à partir de ces méthodes-là, vous avez vu, on est allé jusqu'à cette étape, hein. On peut estimer à partir des données, soit le CAP, soit le CAR, vous vous souvenez, c'est le consentement à payer ou le consentement à recevoir. Donc le consentement à payer, finalement, c'est la valorisation qu'un individu serait prêt à payer pour accéder à la ressource, pour accéder à une unité de ressources supplémentaire, on va dire. Si c'est un parc, ça serait pas de parc versus un parc. Et le consentement à recevoir, c'est le raisonnement inverse. Combien faudrait-il dédommager la personne pour qu'elle accepte de ne plus pouvoir bénéficier de cette ressource? Et donc vous vous souvenez que, cette estimation-là passe par l'estimation d'abord de la fonction de demande, Y, dont on a vu qu'elle dépendait du coût de transport que subissent les usagers. Et donc c'est à partir de cette fonction de demande, hein, si vous vous souvenez, qu'on en déduit la valeur d'usage, de cette ressource et donc le consentement à payer global dans une collectivité. Donc voilà pour le résumé un petit peu de cette méthode. Cette méthode, elle fait des hypothèses, qui sont parfois, discutables, et qui méritent au minimum, d'être énoncées. Donc la première hypothèse importante, c'est le fait que le point important dans cette méthode, à la base, c'est d'arriver à estimer de manière fine
détaillée, précise, les coûts de transport que subissent réellement les personnes. Donc on en a déjà un peu parlé, mais ça implique potentiellement de s'intéresser à quel est le moyen de transport qui est utilisé par le visiteur. Est-ce que c'est le vélo ou la voiture ou le bus, par exemple? Et quel est le coût d'opportunité du temps qui est passé dans les transports? Donc ça dépend du temps de transport vraiment qui fait subir un coût d'opportunité, hein. Et puis, éventuellement, ce coût d'opportunité, même pour 1 heure de temps ou un quart d'heure de temps, ce coût d'opportunité, il peut varier d'un individu à l'autre, par exemple. Donc essayer de s'approcher au plus juste vraiment du coût réellement subi par chaque individu qui décide de se rendre, dans le parc, au musée ou je ne sais quoi. Ensuite, ça implique aussi de pouvoir mesurer la demande, ce qui paraît assez facile à envisager quand on s'intéresse à un musée ou à un parc, par exemple, mais ce qui peut être parfois difficile. Je cite l'exemple d'une chaîne de montagne. Si vous vous intéressez à la valorisation sociale, des Alpes, par exemple, pour les résidents français ou je ne sais quoi, bah, cette méthode, elle pourra pas être mise en place parce que mesurer la demande, mesurer la fréquentation, c'est beaucoup plus difficile à cette échelle-là, par exemple. Hem, Ensuite, cette méthode des coûts de transport, elle fonctionne bien, vous l'avez compris, quand l'aménité en question, la ressource en question, elle est isolée géographiquement. Si vous avez, beaucoup de parcs très, très proches les uns des autres, ça va être plus difficile avec cette méthode d'identifier la valeur propre d'un parc, indépendamment de la valeur des autres parcs. Et bien sûr, le point 4, il faut que le transport, le coût de transport soit un déterminant, soit explicateur de la demande. C'est pas la seule explication à la demande évidemment ou à la fréquentation, d'un musée ou d'un parc, le coût de transport, mais c'est un déterminant, qui doit être important, sinon la méthode est pas pertinente. On va pas pouvoir, à partir simplement des différentiels de coût de transport, pouvoir déterminer la fonction de demande. Donc mais enfin ça dépend un peu de l'aménité dont on parle, mais en général, quand il s'agit de ressources, physiques, on va dire, tangibles, le transport est un déterminant de la demande. Et puis le dernier point qui va nous amener donc, à la section suivante, c'est le fait qu'on fait l'hypothèse pour l'instant que la localisation des ménages vis-à-vis de cette ressource, ce parc ou autre, elle est indépendante de la valeur privée qu'ils retirent de cette aménité, indépendante du VI. Or, c'est pas toujours pertinent comme hypothèse parce qu'on peut justement en tant que locataire ou en tant qu'acheteur, propriétaire d'un bien, décider justement de notre localisation en fonction de VI, en fonction de la valeur qu'on retire personnellement de cette aménité-là. Que ça soit un parc, une station de métro, une gare et cetera ou même un musée. Si vous êtes passionné de musée, vous allez peut-être avoir envie d'habiter un peu plus près, du musée. Donc ça veut dire que en réalité, une partie des coûts de transport sont ce qu'on dirait qui sont endogènes. Et donc là, on fait l'hypothèse dans cette méthode des coûts de transport que les choix résidentiels, les choix de localisation sont exogènes ou indépendants, de VI. Et donc c'est exactement cette hypothèse-là d'exogénéité des choix résidentiels qui est, relâchée dans la méthode qu'on appelle la méthode des prix hédoniques. Donc la méthode des prix hédoniques, son principe, je viens de le dire, c'est de relâcher l'hypothèse, d'exogénéité des choix résidentiels et plus largement l'hypothèse d'exogénéité de tout un tas de choix sur différents marchés. Ça peut être le marché immobilier, mais aussi le marché du travail qu'on exploite assez souvent, dans cette méthode des prix hédoniques. Donc l'idée justement, ça va être, si on se concentre sur des ressources qui sont localisées à un endroit précis du territoire, ça va être de considérer que les choix de localisation des gens reflètent de l'information sur la valeur qu'ils accordent aux aménités qui sont localisées, au contraire aux contraintes, aux nuisances pardon, qui sont, localisées dans l'espace. Donc pensez à une station de métro versus une station d'épuration, pensez à un aéroport versus, une piscine ou je ne sais pas, un commissariat par exemple. Il y a des aménités qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des usagers, en moyenne, et puis il y en a d'autres qui sont plutôt qu'on appellerait plutôt des nuisances, qui vont au contraire, générer une forme de désutilité et les gens vont avoir tendance à vouloir fuir, s'éloigner de ces, sources de nuisances. Et donc, ça va assez naturellement avoir un effet, ou en tout cas, on s'attend à ce que ça ait un impact sur les prix de marché en matière, de marché immobilier. Donc la méthode des prix hédoniques, elle est souvent utilisée
dans le cadre du marché, de l'immobilier. On exploite finalement les différentiels, les écarts de prix immobiliers, par exemple au mètre carré, entre des zones qui sont soumises à une certaine nuisance ou au contraire qui bénéficient d'une certaine aménité et les zones un peu plus éloignées, donc qui sont moins concernées par, ces nuisances ou ces aménités. Donc voilà l'idée, générale de cette méthode des prix hédoniques, qui permet donc à nouveau d'estimer la valeur d'usage d'une ressource. Et donc c'est une méthode qui date elle aussi, hein, elle date un peu moins que la méthode des coûts de transport, mais vous voyez qu'elle a été conçue par un économiste donc qui s'appelle Rosen, dans les années 60 et 70, avec notamment cet article «Hedonic Prices and Implicit Markets» et donc l'idée, hein, vous voyez bien, c'est qu'on a affaire à des marchés implicites, des marchés qui concernent, des biens, des services, des aménités qui concrètement ne sont pas marchands ou marchandes et pour autant, on va pouvoir, à partir de ce qui se passe sur d'autres marchés, marché immobilier par exemple, déterminer la valeur qui est accordée socialement à ces aménités. Donc cette méthode, elle est très couramment utilisée, notamment pour estimer la valeur de biens, publics ou éventuellement de services publics, mais aussi la valeur de la pollution, de la délinquance. Donc on va voir quelques exemples, dans cette section. Donc, j'ai dit l'essentiel du principe, hein. Donc cette méthode s'applique qu'on parle d'aménité, donc des ressources qui génèrent de l'utilité positive, on va dire, pour les individus, au contraire des nuisances, donc qui génèrent plutôt de la désutilité pour les personnes. Il faut évidemment que ces aménités, elles soient, localisées et si possible dans une zone assez dense. Assez dense pourquoi? Pour qu'on puisse avoir un marché immobilier où il y a beaucoup de transactions. L'idéal, c'est qu'il y ait beaucoup de biens qui s'échangent, pour qu'on puisse à la fin déterminer, l'impact de cette, aménité-là ou de cette nuisance sur les prix. Si vous n'avez, qu'une, ferme, à 3 kilomètres et puis rien d'autre, ça va être difficile d'évaluer la valorisation sur le marché immobilier de cette, aménité ou de cette nuisance. Évidemment, il faut que ce que vous cherchez à évaluer soit connu des résidents et aussi des acheteurs potentiels, des résidents potentiels. Sinon, évidemment, il n'y aura pas d'information, qui sera reflétée, à travers les prix de marché. Et évidemment, il faut aussi que la distance à cette aménité joue un rôle sur l'utilité ou la désutilité. Mais donc, pensez à un aéroport, c'est évident que la distance à un aéroport va être un déterminant important du niveau de nuisance, typiquement. Donc c'est assez fréquent. Et donc l'idée, c'est d'exploiter cette valorisation sur un marché, donc une valorisation marchande, mais qui est indirecte, essentiellement par le marché immobilier. Et donc on va se placer du point de vue finalement imaginons 2 biens différents, enfin différents uniquement sur leur distance vis-à-vis de cette aménité ou cette nuisance. L'objectif, c'est de savoir, toutes choses égales par ailleurs, pour 2 biens qui sont similaires en tout point, donc si on parle de biens immobiliers, ça va être la superficie en mètres carrés, est-ce qu'on est au premier étage ou au dernier, la qualité générale, de l'appartement par exemple. En tenant compte de toutes ces caractéristiques, est-ce que 2 biens situés à des distances différentes de cette aménité ont des valeurs de marché différentes? Et si oui, de combien? Donc évidemment, on ne va pas raisonner uniquement sur 2 biens, hein. On est statisticien, hein, quand on met en place cette méthode ou économètre et donc on va collecter des données sur des centaines, voire des milliers de transactions, d'échanges sur le marché immobilier pour, en tenant compte des caractéristiques vraiment spécifiques des biens comme la superficie ou l'étage, essayer de voir si finalement la distance à l'aménité est une variable explicative du niveau de prix qu'on observe dans les transactions. Et si la distance à cette aménité est bien une variable explicative importante, alors ça veut dire que les clients, les acheteurs et les vendeurs finalement sur ce marché accordent de la valeur à cette aménité ou accordent au contraire une valeur négative, hein, si c'est une nuisance. Et le coefficient associé dans une régression à cette distance va nous informer finalement sur la valeur privée d'usage que génère cette utilité pour cette aménité pour les acheteurs et les vendeurs. Donc évidemment, on fait toujours une hypothèse de rationalité, là l'hypothèse qu'il y a rationalité des acheteurs et des vendeurs sur le marché immobilier
et qu'il y a concurrence, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de biens, disponibles sur le marché, d'acheteurs et de vendeurs pour que le processus de concurrence, ait lieu. Voilà, donc à partir des prix de données immobiliers, qu'est-ce qu'on peut tenter d'évaluer? Par exemple, on peut tenter d'évaluer, le la valeur du temps de transport, qui est un point important pour tout un tas de politiques publiques. Donc si vous vous intéressez par exemple au cas, parisien, on peut exploiter les distances aux arrêts de métro, aux arrêts de RER. Donc les écarts en termes de prix immobilier, hein, des biens situés plus ou moins loin d'un arrêt de métro ou d'un arrêt de RER, pour justement arriver à quantifier, la valeur qu'accordent les Parisiens à leur temps de transport. Le fait de gagner, 10 minutes ou 30 minutes le matin, combien ça compte? Quelle est la valeur de ce gain ou de cette perte? Eh bien, ça peut être, estimé grâce à cette méthode, et les estimations dont je vous parlais, au début du cours, les valeurs tutélaires ou les valeurs de référence d'une heure gagnée ou perdue, elles viennent en partie de, ces travaux basés sur la méthode des prix hédoniques. Idem si par exemple vous vous intéressez à la deuxième question ici, la qualité d'un collège pour des parents. Vous savez, hein, sur les collèges publics, votre enfant va aller, dans le collège de votre zone. Donc il y a des zones de carte scolaire. À Paris, hein, si vous cliquez sur ce lien, si vous allez sur ce lien cartescolaire.paris, hein, vous verrez que la capitale est délimitée en tout un tas de zones, très précises, et en fonction de votre adresse, votre enfant elle va être affecté à un collège ou bien à un autre. Donc ça veut dire que, pour des individus, des ménages qui vivent potentiellement très, très près, à une rue près finalement, certains vont avoir leur enfant qui ira dans un collège, et puis les autres parents, qui habitent peut-être la rue juste à côté ou le trottoir d'en face même, seront affectés à un autre collège. Donc si les collèges varient dans leur qualité, ce qui est en partie vrai, hein, et ce qui est en partie mesurable, hein, et les parents essaient souvent de s'informer un peu sur la qualité de l'école ou du collège, dans leur quartier. Donc c'est de l'information qui est en partie, connue, par les acheteurs et les vendeurs. Eh bien, vous allez pouvoir exploiter ces différences, cette cartographie-là très spécifique et ces frontières finalement, pour essayer d'évaluer le prix que sont prêts à payer les parents finalement pour que, leur enfant aille dans un bon collège, versus un moins bon collège. Donc là aussi, il y a eu des études qui ont été menées, là-dessus, en France. On pourra creuser, ensemble, la troisième question que je pose, quelle serait comment évaluer la valeur, par exemple, d'une vue dégagée sur la tour Eiffel? Donc on est toujours à Paris, vous avez des tas de quartiers, des tas de rues, des tas d'immeubles. Est-ce que à partir de données, de vente immobilière, on peut tenter d'évaluer combien les gens, en moyenne, sont prêts à payer pour avoir une vue directe dégagée sur la tour Eiffel? Heu, avoir une vue sur la tour Eiffel, ça a probablement de la valeur pour certaines personnes, ça en a peut-être pas du tout pour d'autres, mais en moyenne, on peut s'attendre à ce que ça ait une certaine valeur, et donc on va voir que cette méthode des prix hédoniques, elle peut très bien s'appliquer à cette question, même si elle est un peu saugrenue, et que l'enjeu de politique publique n'est pas très, très grand a priori. Mais voilà typiquement ce qu'on pourrait faire avec cette méthode, je vous en reparlerai un petit peu. La méthode a aussi été utilisée, comme vous le voyez, donc pour essayer de quantifier la valeur de la sécurité ou du sentiment d'insécurité au contraire. Donc par exemple, on pourrait exploiter les distances au plus proche commissariat. On peut exploiter, ça a été fait dans une étude là que je cite, la mise en place d'un bouclier antimissile qui s'appelle le dôme de fer en Israël, et donc ce bouclier antimissile, hein, pour protéger, une partie d'Israël, hein, de missiles qui venaient de Gaza essentiellement, heu, a eu un effet sur les prix immobiliers dans les zones justement qui, désormais, sont protégées par ce bouclier antimissile. Et donc, à partir de cette, «expérience-là», entre guillemets, la mise en place de ce bouclier, de ce dôme de fer, on peut arriver à approcher la valeur qu'accordent en moyenne, hein, les citoyens ici israéliens à leur sécurité ou sentiment d'insécurité. Un autre exemple, hein, vous voyez, c'est une autre étude qui date de 2008 là,
toujours sur le sentiment d'insécurité finalement, ça a été l'exploitation des distances, vis-à-vis donc des maisons, vis-à-vis des adresses de délinquants sexuels, puisqu'il y a eu, il y a des lois aux États-Unis qui maintenant, ce qu'on appelle les Megan's Laws, ce sont des lois dans de nombreux États qui font que, quand il y a un délinquant sexuel qui s'installe dans un quartier, l'information sur son adresse, est connue, rendue publique, ce qui peut impacter les prix de marché, sur le marché immobilier pour les gens qui habitent ou souhaiteraient potentiellement habiter ce quartier et cette rue. Et c'est exactement ce qu'on trouve, à savoir donc dans cette étude, de 2008, vous voyez donc ici en variable, explicative, variable sur l'axe horizontal, vous avez la distance, des différentes maisons par rapport à la maison ou par rapport à la localisation du délinquant sexuel, condamné. Donc c'est des distances en miles. Le 0,1 ça veut dire 100 miles, autrement dit, enfin 100 miles, non pardon, 0,1 miles, donc ça fait à peu près 150 mètres. En français, c'est 150 mètres, hein, ici. Là, ça serait plutôt 300 mètres, 500 mètres, et cetera. Et vous voyez qu'il y a des variations en termes de, prix des biens immobiliers, housing prices, qui sont exprimés ici en milliers de dollars, uniquement après, que le délinquant, se soit installé, alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment de lien significatif, pas de lien très clair. Donc ce graphique témoigne du fait que plus on est proche, plus une maison est proche, d'un délinquant sexuel finalement, plus son prix a tendance à être, faible. Et plus on s'éloigne de quelques dizaines ou centaines de mètres, plus vous voyez le prix augmente. OK? Donc avec ce type, de données, on peut exploiter enfin on peut tenter d'estimer la valeur que les citoyens ici américains accordent à ce sentiment d'insécurité, dans le cas, et vous voyez que ça peut atteindre des chiffres quand même assez importants, hein. 12%, vous voyez? 20 000 $ en moyenne, hein. 12%, de baisse de prix pour les voisins les plus proches, pour les maisons les plus proches. Cet effet étant très, très localisé à quelques dizaines ou centaines de mètres et pas plus. Donc voilà, tout ça, ce sont des exemples de mise en place de la méthode des prix hédoniques, et donc pour, que vous voyez un petit peu plus en détail peut-être comment on met ça en place. Donc je vais prendre cet exemple, hein, de la valorisation d'une vue dégagée sur la tour Eiffel. Donc on cherche à estimer cette valeur d'usage, d'avoir, depuis chez soi, hein, une vue directe sur la tour Eiffel. Donc voilà, la tour Eiffel est ici par rapport à Paris, donc c'est plutôt légèrement à l'ouest, rive gauche, bon voilà, je vous apprends rien, située sur le Champ de Mars. Mais donc il y a parmi tous les biens immobiliers qui sont là, notre objectif, c'est de savoir si, en moyenne, ceux qui disposent d'une vue, directe sur la tour Eiffel sont un peu plus chers, beaucoup plus chers ou pas du tout plus chers que ceux qui ne disposeraient pas d'une, vue directe sur la tour Eiffel. Donc, pour parler de vue dégagée sur la tour Eiffel, on a peut-être envie de zoomer un petit peu sur le quartier autour de la tour Eiffel, donc par exemple le 7e arrondissement ou juste en face, mais en tout cas on n'a peut-être pas envie de s'éloigner trop loin, en banlieue, même si parfois on peut voir d'assez loin la tour Eiffel, hein, bien sûr. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de répondre à cette question en obtenant donc, bien sûr, les prix de marché de nombreux biens immobiliers. Il va falloir avoir au moins des centaines, voire des milliers de transactions, des ventes ou bien des loyers qui sont payés. L'information cruciale, évidemment, ça va être la deuxième information cruciale, c'est, est-ce que cet appartement ou cet immeuble-là, au moins, dispose d'une vue dégagée ou non sur la tour Eiffel? Ça va être la principale variable explicative, finalement, de notre, régression. Et puis, on va chercher à tenir compte aussi des caractéristiques spécifiques des différents immeubles ou appartements, la superficie, le nombre de chambres, est-ce qu'on est au premier étage ou au 5e? Est-ce qu'il y a ascenseur ou pas? La date de construction, et cetera. Toutes ces variables qui, on le sait, déterminent, pour l'essentiel, ça détermine le prix d'un bien immobilier. À Paris, toutes ces variables sont importantes, idem pour le garage. On pourrait vouloir tenir compte aussi de l'exposition au soleil. Est-ce qu'on est situé, plein sud, sud-est, nord-est, et cetera? Donc l'idée, c'est d'intégrer le plus de variables explicatives possibles dans le modèle pour tenir compte finalement des caractéristiques qui font
qu'un bien a tendance à être cher ou peu cher sur le marché immobilier. Et en plus, on rajoute donc la variable déterminante pour nous. Est-ce que cet appartement dispose, oui ou non, d'une vue dégagée sur la tour Eiffel? Et donc l'idée, ça va être de comparer les prix de logements qui sont similaires en tout point, à part que, leur exposition fait qu'ils ont une vue sur la tour Eiffel ou non. Donc si je reviens un petit peu à ce qu'on a dit, hier pour introduire, cette méthode qu'on appelle la méthode de régression linéaire, estimée donc par le principe des moindres carrés ordinaires, si vous vous souvenez. Donc là, on cherche à estimer non plus la demande, la fréquentation d'un parc, on cherche à expliquer, donc à gauche, les prix des biens immobiliers. Donc on a ces prix pour des centaines, voire des milliers de biens immobiliers. Parmi les variables explicatives, c'est plus seulement le coût de transport pour aller au parc. Là, on parle plutôt de la superficie du logement, de son étage, et cetera. Et puis, la variable explicative que j'ai mis en dernier, là, c'est est-ce qu'il y a, oui ou non, une vue sur la tour Eiffel? Donc, vue sur la tour Eiffel, c'est en fait une variable qu'on appelle dichotomique, qui vaut soit 0, soit 1. 0 si l'appartement n'a pas cette vue sur la tour Eiffel et 1 si l'appartement a une vue sur la tour Eiffel. Et donc l'idée, c'est comme l'autre jour, hein, de calculer d'estimer les différents coefficients, bêta 0, bêta 1, bêta 2, mais surtout bêta 5, c'est le bêta 5 qui nous intéresse, puisque ce bêta 5 nous dira, une fois qu'on l'aura estimé, quelle est en moyenne et toutes choses égales par ailleurs, donc en ayant tenu compte de la superficie, du nombre de chambres, etc., quel est l'écart moyen de prix sur le marché immobilier parisien entre les appartements qui bénéficient d'une vue sur la tour Eiffel et ceux qui n'en bénéficient pas. Donc voilà exactement ce que va nous donner bêta 5 une fois qu'on l'estime, donc dans le cadre de cette régression linéaire, là, de cette équation, à partir des données qu'on aura pu collecter. Donc ce sont des données là que j'ai simulées. On aurait pu essayer de retrouver toutes ces données, mais elles sont quand même pas faciles à toutes récupérer. Notamment vu sur la tour Eiffel, ce serait pas facile de collecter, ces données ou ce serait un vrai travail d'enquête, hein, que je n'ai évidemment pas fait ici. Il n'y a pas d'étude qui a essayé de répondre à cette question, hein. Mais donc voilà ce qu'on ferait, hein. On pourrait collecter par exemple 10 000, des données sur 10 000 appartements par exemple, hein. Et puis voilà le type de tableau de résultats qu'on obtiendrait. Donc ça, c'est le tableau de la régression économétrique que je vous ai montré. Les coefficients estimés, donc ce sont les coefficients que j'ai appelés bêta 1, bêta 2, etc., jusqu'à ce bêta 5 là. Ce bêta 5, c'est donc le coefficient associé, toutes choses égales par ailleurs, au fait qu'un appartement dispose, oui ou non, d'une vue sur la tour Eiffel, et c'est un coefficient donc sur le prix. La variable à expliquer, c'est le prix moyen des transactions. Donc là, vous voyez que c'est un coefficient qui vaut 34 800. Bon, peu importe, hein, c'est en partie tiré de mon imagination, hein, c'est moi qui ai simulé les données. Mais donc, ce coefficient-là, en tout cas, vous voyez qu'il est positif, contrairement au coefficient qui était négatif sur le coût de transport pour aller au parc. Là, c'est un coefficient qui est positif. Ça veut dire qu'en moyenne, les appartements qui bénéficient de cette vue sont plus chers et ils sont plus chers ici dans cette régression, dans ces résultats de à peu près 35 000 euros. Et ensuite, si vous êtes amené à croiser des tableaux de régression plus tard, dans d'autres fonctions, dans d'autres études, eh bien souvent, vous aurez des étoiles qui vous permettent de savoir si ce résultat, il est estimé de manière suffisamment précise ou au contraire de manière pas très précise. Donc le nombre d'étoiles reflète ce qu'on appelle la p-valeur ou p-value, donc c'est le niveau de précision de cette estimation. Donc là, quand on a une étoile, 2 étoiles ou carrément 3 étoiles, ça veut dire que le niveau de précision est élevé et suffisant pour dire que oui, le fait ici d'avoir une vue sur la tour Eiffel a bien un lien significatif, statistiquement significatif et positif sur le prix des biens immobiliers en moyenne à Paris. Puis je ne vais pas rentrer dans le détail sur la deuxième colonne, les écarts types, mais ça mesure aussi la précision, au contraire l'incertitude qui pèse sur les coefficients qui sont reportés dans la première colonne. Mais donc voilà, en tout cas, le type de raisonnement et le type de méthode qu'on pourrait appliquer. Donc c'est la méthode des prix hédoniques pour tenter d'estimer la valeur d'usage pour des Parisiens
d'avoir ou non une vue sur la tour Eiffel, en tenant compte de tout un tas d'autres déterminants du prix d'un bien. Donc par exemple ici, vous voyez le déterminant, probablement majeur, hein, c'est la superficie en mètres carrés. Donc ça, c'est le prix un peu au mètre carré, en tout cas dans ce quartier-là. OK? Donc voilà, si vous avez des doutes, hein, sur l'interprétation, elle apparaît, l'interprétation de certains de ces coefficients, elle apparaît, ici, en toutes lettres, si je suis allé un petit peu vite. Donc voilà ce que nous dit, hein, cette estimation. La valeur moyenne d'usage de la vue sur la tour Eiffel pour les acheteurs et les vendeurs du coup qui ont accepté de vendre, hein, à ce prix-là. Dans cet arrondissement, donc là je me suis recentré sur le 7e arrondissement. Évidemment, ça n'informe pas ici, si on se concentre sur des biens immobiliers qui ont été échangés seulement dans le 7e arrondissement, ça ne dit rien du coup de la valeur d'usage pour des arrondissements qui sont plus éloignés. On peut imaginer que la valeur d'usage, si vous êtes, beaucoup plus éloigné de la tour Eiffel, elle sera plus faible, cette vue, mais on pourrait vouloir la quantifier si on veut tenir compte vraiment dans une évaluation globale de la valeur pour l'ensemble des Parisiens, voire l'ensemble de l'Île-de-France, de cette vue sur la tour Eiffel. Ça ne dit rien évidemment de la valeur d'usage des visites de la tour Eiffel, parce que ici, le fait d'avoir une vue directe ou pas, ça ne change rien à la valeur d'usage des visites. Sur les visites, il y a peut-être un élément de distance qui joue, mais de toute façon, on ne va pas visiter la tour Eiffel toutes les semaines, a priori, contrairement à un parc. Donc, ce ne serait pas une méthode très pertinente. Et cette méthode-là ne dit absolument rien, la méthode des prix hedoniques ne dit absolument rien de la valeur d'existence de la tour Eiffel. Puisque là, que vous soyez proche, loin, à Paris ou même en province, on peut tous accorder une certaine valeur, potentiellement, hein, d'existence à la tour Eiffel. Et donc, si on souhaitait évaluer à la fois la valeur d'usage sur tous les aspects de l'usage et aussi les valeurs d'existence, il ne faut pas utiliser la méthode des prix hedoniques. En tout cas, elle ne suffira pas. Donc voilà pour cet exemple et d'ailleurs, hein, il y a eu un article, du New York Times, il y a quelques années qui m'a fait penser à vous parler de la tour Eiffel parce que vous voyez, c'était un article pour essayer de savoir combien valait finalement une vue, dégagée, à Manhattan. Manhattan, donc à New York, il y a tellement de buildings, haut que, les vues sont rarement dégagées et donc combien ça coûte finalement une vue, dégagée, ici c'est une vue assez dégagée, qui vous permet de voir l'Empire State Building, vous voyez tout en à droite. Et donc, l'article relate cette histoire de propriétaires dans un immeuble qui, ont, acheté finalement ont été prêts à acheter pour, plusieurs millions, vous voyez, de dollars, juste en face pour éviter qu'un nouveau building plus haut que le leur ne se construise. Et donc à nouveau, ça révélait de l'information, le fait que ces personnes-là soient collectivement prêtes à mettre, à peu près 11 millions de dollars, pour acheter le building en face et éviter qu'il soit surélevé par des travaux. Ça révèle de l'information sur, bah, la valeur qu'ils accordent, la valeur d'usage qu'ils accordent au fait d'avoir une vue dégagée et ici dégagée sur l'Empire State Building. Donc évidemment, cette méthode, elle est employée dans de nombreux contextes, hein, j'ai commencé à en parler. Mais donc par exemple, si on s'éloigne du marché immobilier et qu'on s'intéresse à d'autres marchés, par exemple les distinctions de prix entre la première classe et la seconde classe dans les trains, ça révèle de l'information sur le prix qu'on est prêt à payer pour disposer d'un certain niveau de confort un peu supérieur. Heu Idem pour, les avions, la classe éco versus la classe business. On ne gagne pas de temps, on gagne, pas grand-chose à part finalement, du confort. Donc ça c'est en comparant, les transactions sur ce marché-là, on peut avoir des évaluations finalement, de la valeur accordée au confort. Idem pour, la sécurité des voitures. Les voitures peuvent différer dans leur niveau de sécurité, même si elles passent tous un certain test, hein, évidemment, enfin des tests, mais il y a quand même des différences.
Un exemple qui a été étudié, plusieurs fois, c'est le prix des alarmes incendie qui, sont pour certaines plus fiables que d'autres et donc le prix qu'on est prêt à payer dans ces alarmes, par exemple, peut révéler de l'information sur la valeur qu'on accorde, finalement à certains dangers, ici le danger incendie. Un autre point dont j'avais parlé, je crois, donc là, on exploite plutôt le marché, du travail et les écarts de salaire qui peuvent exister entre des professions qui sont a priori assez similaires, voire très similaires, mais qui ne sont pas exposées aux mêmes risques. Donc ça peut être des risques, sanitaires pour la santé, mais ça peut être aussi des risques, vraiment, pour la vie humaine, des risques de danger ou de mort. Donc c'était l'exemple dont je crois j'avais déjà parlé sur les différences de salaire entre un chauffeur routier ou un conducteur de bus, par exemple, et puis un convoyeur de fonds, où fondamentalement, ces métiers se ressemblent quand même pas mal, mais une grande caractéristique qui diffère, c'est le risque auquel s'exposent, ces différents salariés et donc ça doit se refléter et il se trouve que ça se reflète, oui, dans les salaires, qui se négocient sur ces différents, marchés du travail. Donc tout ça, ces arbitrages-là dont on parle entre l'argent finalement et le risque de vie ou de mort, informent sur ce concept de valeur de la vie statistique. Donc ceux qui ont lu le dernier bonus, savent très bien, de quoi il est question. Donc la valeur de la vie statistique, hein, c'est un concept, qui est étudié depuis, maintenant plusieurs décennies, hein. Ça a démarré, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, hein, pour ceux qui ont lu la lecture, qui est sur cours en ligne. Et donc, je ne vais pas rentrer, dans tous les détails, hein, historiques. Je vais juste vous parler d'une étude qui vous montre comment la méthode des prix hedoniques peut être mise en place pour tenter d'approcher la valeur d'une vie statistique. Ça viendra, vous voyez ici, de Sierra Leone. Mais, sachez donc que, dans tous les pays développés et notamment en France, il existe du coup des valeurs de référence pour, la valeur d'une vie statistique. Donc si vous vous souvenez, en France, heu, la valeur est de l'ordre de 3 millions d'euros. Elle a été probablement réévaluée, hein, depuis 10 ans, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Aux États-Unis, ils utilisent donc ce sont les administrations publiques, hein, fédérales, utilisent des valorisations qui sont assez nettement supérieures, assez proches souvent de 10 millions de dollars ou 8 millions de dollars, disons. Hem mais donc là, on va voir comment concrètement on peut aboutir à ce genre de chiffres. Et donc pour faire ça, dans cette étude, donc de Leon et Miguel 2017, ils ont étudié les choix qui sont faits par les usagers de l'aéroport international de Freetown en Sierra Leone. Alors, c'est un contexte intéressant parce que, Freetown, donc la capitale du Sierra Leone, elle dispose d'un aéroport, mais pour se rendre à cet aéroport, il y a plusieurs moyens de transport qui sont plus ou moins sûrs, plus ou moins risqués. Et donc vous voyez dans le titre, hein, Risky Transportation Choices. Donc si vous voulez cliquer là, vous verrez le lien, Google Maps qui vous emmène vers l'aéroport et vous verrez, très clairement les enjeux. Je crois que j'ai la carte, voilà, j'ai la carte ici. Mais donc vous voyez que Freetown, donc c'est tout en bas, c'est la ville finalement est en bas là, ici. Vous voyez le State House, donc toutes les institutions publiques, elles sont là, le centre-ville est ici. Et puis vous avez en haut, au contraire, l'aéroport. L'aéroport, voilà, Lungi International Airport, il est tout en haut à droite. Et donc pour se rendre de Freetown à l'aéroport, bah, il y a plusieurs moyens de transport, vous voyez. Il y a, Hovercraft Terminal, donc c'est, une sorte d'aéroglisseur. Il y a Water Taxi, donc c'est, des taxis bateaux, assez classiques, hein, comme on peut en voir, dans beaucoup de villes, qui ont comme ça des rivières, des fleuves, qui la traversent. Donc c'est le moyen de transport le plus utilisé, hein, le water taxi. On a, vous voyez en bas à droite, un ferry carrément, mais donc si vous prenez le ferry, il faut avant avoir pris un bus, ou une voiture et puis il y a carrément l'héliport, vous voyez? Donc vous pouvez aussi faire ce trajet, en hélicoptère. Donc on a tous ces moyens de transport possibles pour se rendre à l'aéroport ou venir de l'aéroport, jusqu'à Freetown. Ces moyens de transport, ils diffèrent par tout un tas d'aspects. Donc évidemment, le prix du billet,
n'a rien à voir si vous prenez un ferry et si vous prenez un hélicoptère, hein, c'est évident. Le temps de transport est aussi différent, le niveau de confort peut être différent, et cetera, et cetera. Mais une autre différence, c'est justement le risque d'accident. Le risque d'accident, et ce qui intéresse particulièrement les auteurs, là, c'est le risque mortel. Donc, ils vont en fait prendre en compte toutes ces différences-là entre ces 4 principaux modes de transport: ferry, bateau-taxi, aéroglisseur, hélicoptère. Heu, Ils vont tenir compte donc des différentiels en termes de coût du billet, en termes de temps de transport qui est très, très différent entre l'hélico très rapide, 12 minutes, et puis, le ferry où la traversée prend 1 h 30, vous voyez? Et puis les différentiels aussi en termes de risque d'accident mortel, sachant qu'il y a quand même pas mal d'accidents. Il parle dans l'étude d'un certain nombre d'accidents et qui ont été médiatisés, hein, en hélicoptère. Donc vous voyez que le risque mortel en hélicoptère, alors certes, il peut paraître faible, hein, 18 pour 100 000, 18 pour 100 000 passagers, donc 18 morts pour 100 000 passagers. Ça peut paraître faible, hein, et c'est objectivement faible, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que le risque mortel, par exemple, en bateau-taxi, où il y a très, très peu d'accidents. Vous voyez, il y en a presque 10 fois moins, 2 pour 100 000. Heu, donc ils vont tenir compte de toutes ces caractéristiques-là, de toutes ces différences-là, toujours dans un modèle économétrique, dans une régression économétrique, pour voir si cette variable accident mortel, elle joue significativement ou non sur les décisions des personnes d'utiliser ce mode de transport plutôt qu'un autre. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, économétrique, parce que ce sont des modèles un peu plus compliqués que les régressions linéaires de tout à l'heure. Et de toute façon, l'objectif n'est pas de faire de vous, hein, des économètres, comme ça en quelques minutes ou en quelques heures. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est à nouveau donc des coefficients. Vous voyez qu'à nouveau, il y a des étoiles qui nous disent que beaucoup de ces coefficients sont statistiquement significatifs. Et donc, je vais me concentrer sur les 2 premières lignes qui correspondent aux 2 principales variables explicatives. Donc la première, vous voyez, c'est probability of completing the trip. Donc, est-ce que la probabilité d'aller au bout du trajet, entre guillemets, et donc de ne pas mourir en trajet, hein, c'est concrètement ça, est-ce qu'elle joue positivement sur le fait de choisir un mode de transport plutôt qu'un autre? Et la réponse est oui. La réponse est oui, et vous voyez que c'est associé à des coefficients positifs et très significatifs. Ça veut dire qu'en moyenne, et toutes choses égales par ailleurs, les gens ont tendance à préférer les modes de transport les plus sûrs. Heu, 2e variable, très importante dans le choix des gens, sur le mode de transport, c'est le coût de ce mode de transport, le coût du billet, le coût total, de ce coût de transport. Donc là, les coefficients sont négatifs, comme vous voyez à chaque fois, ils sont à nouveau significatifs, vous voyez les étoiles, et donc sans surprise, en moyenne, les gens ont tendance à préférer un mode de transport qui coûte peu cher qu'un mode de transport qui coûterait cher, voire très cher. Donc voilà les résultats généraux. On peut bien sûr tenir compte, donc comme on l'a dit, par exemple du confort des sièges, du niveau de bruit, et cetera. C'est ce qu'ils font là, vous le voyez dans les régressions successives en ajoutant d'autres variables. Mais donc ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer finalement les 2 coefficients, les 2 premiers coefficients tout en haut. Le coefficient qui est associé donc au coût du transport, et puis le coefficient qui est associé au risque mortel dans ce transport. Et en faisant en fait un ratio entre ces 2 coefficients, la division de ces 2 coefficients nous informe sur l'arbitrage que sont prêts à faire les gens entre le risque d'accident et le risque mortel, et puis le prix qu'ils sont prêts à payer pour un mode de transport. Et donc dans cette étude, ça leur permet de déduire une VSL, Value of Statistical Life, autrement dit la valeur de la vie statistique, hein. Vous voyez, c'est tout en bas du tableau, min VSL, tout ça exprimé en milliers de dollars US, et on tient compte du pouvoir d'achat en Sierra Leone qui est pas du tout le même. Les prix ne sont pas du tout les mêmes en Sierra Leone qu'aux États-Unis, bien sûr. Mais en tout cas, ça nous permet d'aboutir ici à une estimation d'à peu près, vous voyez, 600 000 de la valeur de la vie statistique estimée dans ce contexte-là, donc en Sierra Leone, hein, la valeur de la vie statistique selon leur étude, en tout cas pour les utilisateurs pour les usagers de l'aéroport, elle est en moyenne de l'ordre de 600 000 $. Et vous voyez qu'il y a des écarts, hein, ce sont les toutes dernières lignes en bas, il y a des écarts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une valeur de la vie statistique qui semble
plus élevés, supérieurs à 1 million de dollars, ce qui se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît, disons en Europe, et puis, des personnes qui ont une valeur de la vie, statistique plus faible. Tout ça, c'est évidemment révélé, c'est de l'information qui est révélée par leur choix, entre les différents modes de transport qui coûtent un prix, du billet très variable et qui exposent à des risques mortels, très différents aussi. Donc voilà typiquement le type de méthode qui est utilisée, dans les études qui cherchent à quantifier la valeur de la vie statistique. En tout cas aujourd'hui et depuis une bonne vingtaine d'années, c'est la méthode qui est privilégiée. Historiquement, il y avait d'autres méthodes, hein, à nouveau pour ceux qui ont lu la lecture bonus, hein, sur ce sujet-là. Il y avait des méthodes très différentes et parfois un peu plus, comptables qui négligeaient tout un tas d'aspects, je pense notamment à la manière dont on valorisait la vie des pilotes d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. C'était juste le coût de remplacement finalement, le coût pour former un nouveau pilote, ce qui néglige, beaucoup d'aspects évidemment de la valeur d'une vie, hein, évidemment. Donc voilà pour cette section qui était consacrée, au prix, à la méthode des prix hédoniques. Et donc maintenant, on va passer dans l'autre, grande partie de ce chapitre qui s'intéresse aux méthodes qu'on appelle les méthodes de préférence déclarées. Donc, dans les 2 dernières sections-là, évaluation contingente puis choix discret, on va changer de perspective puisque on va maintenant procéder à des enquêtes ou des questionnaires où on interroge de manière assez directe les individus sur leurs préférences, leur valorisation, des aménités ou des nuisances. Donc la première méthode, c'est la méthode de l'évaluation contingente. C'est la plus directe finalement, puisque cette méthode, elle va consister, donc contrairement aux méthodes des préférences révélées, elle va consister à procéder par un questionnaire auprès d'un échantillon de personnes et on va les interroger sur le consentement qu'ils sont prêts à payer, leur consentement à payer ou éventuellement leur consentement à recevoir pour bénéficier d'un projet, d'une infrastructure, d'une politique publique. Donc, évidemment, on peut soumettre ce questionnaire à des gens qui ont déjà subi un changement de politique publique et puis on va leur demander combien vous seriez prêts, par exemple, pour revenir au système d'avant. Ou bien on peut faire ça ex ante en amont, en évoquant un changement fictif, un projet de politique publique ou un projet d'un nouveau service public. Et donc par rapport à une situation de référence, combien vous seriez prêt à payer pour pouvoir bénéficier de, par exemple, cette nouvelle ligne de tramway, qui est en projet actuellement dans votre ville. Donc ça, c'est plutôt la méthode de l'évaluation contingente. Et puis, si on interroge les gens sur leurs préférences, leurs choix entre différentes options, alors on va basculer dans la deuxième partie, donc la méthode des choix discrets ou des choix multiples, sur laquelle je reviendrai après. Donc, ces méthodes, qu'on appelle basées sur les préférences déclarées, donc évidemment, elles ont une faiblesse, c'est que, elles relèvent, de déclarations. Donc ce déclaratif n'engage à rien, ce sont des enquêtes, des questionnaires. Il n'y a pas d'obligation, hein, pour les gens de s'engager à respecter ce qu'ils ont déclaré. Donc c'est la principale faiblesse. Donc il y a plusieurs biais, notamment ce qu'on appelle le biais hypothétique et le biais stratégique. Le biais hypothétique, c'est l'idée de dire que si on vous interroge sur un projet de politique publique ou un projet de ligne de tramway, par exemple, dans votre ville, le simple fait que pour l'instant, ça ne soit que hypothétique, qu'une hypothèse, qu'un projet, ça peut induire des réponses qui sont potentiellement incohérentes parce que simplement, on vous demande de vous mettre dans une situation que vous ne connaissez pas. Donc, le simple fait de cette hypothèse peut générer finalement du bruit, des erreurs dans les réponses. Le biais stratégique, lui, il vient du fait que, en tant que personne qui répond, en tant que répondant à cette enquête, vous pouvez potentiellement avoir un intérêt stratégique à répondre quelque chose ou autre chose. Donc, imaginons si vous soutenez un projet parce qu'il vous semble favorable, vous allez peut-être vouloir surestimer
la valeur que vous accordez à ce projet-là. Donc vous allez surdéclarer quelque chose pour inciter, la mairie ou le décideur public à agir. Et au contraire, si le projet vous dessert, vous allez avoir tendance à encore sous-estimer la réalité de la valeur que pourrait générer pour vous ce projet, pour essayer de dissuader le décideur public. Pour autant, il y a quand même, une force principale donc à ces méthodes, c'est notamment que ça permet à la fois d'estimer la valeur d'usage des biens publics ou des ressources, mais aussi leur valeur d'existence. Puisque dans ce cas-là, on va pouvoir m'interroger aussi sur la valeur que j'accorde à des biens, des ressources dont je ne serai pas du tout un bénéficiaire direct, un utilisateur. Donc pour un même projet, évidemment, on s'attend à ce que les évaluations qui viennent de la méthode des préférences déclarées aboutissent, soient supérieures à celles issues de méthodes des préférences révélées qui s'intéressent uniquement à la valeur d'usage. OK? Donc sur cette valeur d'existence justement qu'on va pouvoir capter, grâce à ces méthodes de préférence déclarée, donc qu'est-ce que c'est que la valeur d'existence d'un projet, hein? Je vous avais parlé des ours polaires par exemple, mais donc qu'est-ce que c'est? Donc on peut distinguer plusieurs aspects dans la valeur d'existence. Il y a ce qu'on appelle une valeur d'option. La valeur d'option, c'est le fait que certes un individu à la date T ne bénéficie pas ou ne bénéficiera pas à très court terme d'une politique publique, mais peut-être que plus tard j'aurai l'option, la possibilité de pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur d'option, à l'intérieur de la valeur d'existence. Ensuite, il y a la valeur de legs. La valeur de legs, c'est le fait que je souhaite, même si moi ça ne me bénéficiait pas directement, je souhaite pouvoir transmettre à mes enfants ou aux générations futures un certain bien, une certaine ressource, la qualité de l'air, la beauté des paysages, et cetera. On souhaite pouvoir la léguer à nos enfants, même si peut-être qu'on n'en bénéficie pas nous-mêmes directement ou en tout cas on veut tenir compte, aussi du bénéfice, pour les générations futures. Et puis enfin, bien sûr, dans la valeur d'existence, il y a aussi une part d'altruisme pur, une valeur désintéressée. Même si ça ne me bénéficie pas aujourd'hui, que ça ne me bénéficiera pas demain, que ça ne bénéficiera pas aux générations futures, je souhaite que ça puisse bénéficier à d'autres personnes, éventuellement dans d'autres pays, voire à d'autres espèces. Si on pense à mon exemple des ours polaires, même si, j'accorde, peu de valeur d'usage, voire pas de valeur d'usage, pas de valeur d'option, même pas de valeur de legs à l'existence d'ours polaires, en Arctique, je peux, par altruisme, accorder une valeur à leur existence et donc ça, cette méthode de l'évaluation contingente va permettre de potentiellement la quantifier. Alors évidemment, en pratique, c'est pas facile et un point important, ça va être qui est-ce qu'on échantillonne, qui est-ce qu'on interroge et comment on interroge précisément les personnes, pour aboutir à des réponses qui soient les plus proches possibles de la réalité, en évitant évidemment, les biais stratégiques ou hypothétiques dont j'ai parlé. Donc c'est une méthode qui, même si d'apparence elle est simple, hein, dans la pratique, c'est pas facile et il faut beaucoup réfléchir au design des enquêtes. Donc premier point évidemment, on va tirer un échantillon dans la population cible qu'on souhaiterait pouvoir, étudier en totalité, donc on va jamais interroger tout le monde. On peut vouloir tirer un échantillon aléatoire, hein, en tout cas c'est la situation, classique qu'on recherche, hein, en général, un échantillon aléatoire d'une population. Ensuite, ces personnes-là, on va leur présenter bien sûr la politique publique ou le projet, dont on parle, notamment son mode de financement. On va leur présenter très clairement le projet, mais aussi la situation de référence. Est-ce que c'est le statu quo? Est-ce que c'est un autre projet? Et cetera. Et vient ensuite la question cruciale, relative donc au consentement à payer ou à recevoir de ces personnes. Donc ça peut prendre la forme d'une question ouverte ou d'une question fermée, par exemple. Donc question ouverte, ça serait: combien êtes-vous disposé à payer pour tel projet ou telle politique publique? Ou au contraire, combien êtes-vous disposé à recevoir pour éviter telle politique publique, par exemple? Hem, donc il y a évidemment un risque dès lors qu'on pose une question ouverte sans aucune, borne inférieure ou supérieure, c'est bien sûr d'avoir des réponses irréalistes parfois, voire souvent. Donc ça peut être traité statistiquement, mais toujours de manière imparfaite. Donc on peut vouloir imposer aussi des questions plus fermées. Consentez-vous à payer telle somme pour ce projet?
Et donc, on propose ensuite des classes de réponses, des catégories de réponses, par exemple, moins de X euros, entre X et Y euros, entre Y et Z euros, etc. Donc, on cadre un petit peu le raisonnement et les réponses pour éviter qu'elles débordent trop avec des valeurs extrêmement hautes ou extrêmement basses, par exemple. Même si évidemment ça peut induire, hein, des biais, le fait de cadrer trop les réponses, hein, ça peut forcer un peu les gens à répondre, comme on l'a anticipé, comme on l'a souhaité. Donc il faut faire attention avec ces choix-là. Et puis une autre méthode, c'est de procéder finalement par vote, par approbation un peu. Donc on demande de manière successive en fait: «Consentez-vous à payer tel montant?» On part par exemple d'un montant, élevé et puis si la personne répond: «Non», on va diminuer. «Consentez-vous à payer du coup, je sais pas 30 de moins ou 50 de moins?» et cetera, jusqu'à ce que la personne dise «oui». Ou bien on peut procéder dans le sens inverse. On propose un montant très faible au début. Si elle dit: «Oui», on propose un peu plus jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et donc ça aussi, c'est un mécanisme qui permet de s'approcher de la réponse réelle, donc de la valorisation réelle du projet par les personnes. Mais il y a toujours un risque d'influencer les réponses. Ici, le risque, c'est ce qu'on appelle un effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est le fait que en posant un premier chiffre, une première valeur qu'on impose aux gens, on ancre leur raisonnement sur une valeur, ils se positionnent par rapport à cette valeur, alors que si on n'avait pas du tout, si on avait laissé la question ouverte sans donner aucun chiffre de référence, les gens seraient peut-être partis d'une grille d'analyse finalement beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse. Donc s'il y a ce risque d'ancrage qui est un mécanisme et un biais, très connu, des psychologues ou des spécialistes, du comportement humain, donc notamment Cass Sunstein, que j'ai déjà cité, a travaillé là-dessus. Donc, dans le design vraiment de ces questionnaires, il faut beaucoup réfléchir à ces biais pour tenter de les éviter. Ensuite, on pose généralement dans ce genre d'enquête des questions un peu sociodémographiques pour comprendre qui sont les personnes qui répondent en fonction de leur âge, de leur catégorie socio-professionnelle, de leurs revenus et cetera. Ce sont des éléments souvent importants. Est-ce qu'ils sont, directement concernés ou pas tout à fait concernés par cette politique publique aussi, hein? Et puis vient l'étape ensuite, une fois qu'on a collecté de données, de les analyser et d'agréger, les réponses pour en tirer des enseignements sur, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est la valeur sociale qu'on peut attendre de ce projet, de cette politique publique. Donc pour vous donner un petit exemple, hein, pour que vous voyez un peu mieux à quoi ça peut ressembler, ici on va rapidement parler donc d'une étude de Logvig and Cook, qui sont deux chercheurs, criminologues et économistes, qui s'intéressent donc à la criminalité et ici à la valorisation sociale aux États-Unis d'une potentielle réduction du nombre de blessés ou de morts par balle aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchaient donc à évaluer par cette méthode, vous voyez, de Contingent Valuation Survey, donc la méthode de l'évaluation contingente. Ils cherchaient à évaluer sur un échantillon, vous voyez, aléatoire de 1200 personnes contactées par téléphone aux États-Unis, combien les personnes étaient prêtes à payer pour tenter un programme qui permet de réduire assez significativement les violences par balle et donc les blessures, voire les morts par balle. Donc voilà la question que vous posiez, hein. Supposez que, on vous demandait de voter pour ou contre un nouveau programme dans votre État qui peut réduire ou qui réduit, les vols ou les vols d'armes à feu ou en tout cas la vente illégale d'armes à feu. Ce programme, cette politique publique rendrait évidemment plus difficile pour les délinquants ou les criminels d'obtenir des armes et donc ça réduirait, les violences, pardon, les blessures par balle de 30 ou d'environ 30. Cette politique, le contre-coup évidemment, c'est qu'il faudrait la financer par des impôts supplémentaires. Et donc la question, vous voyez, si cela vous coûtait en termes d'impôts annuels supplémentaires 50 $, est-ce que vous seriez prêt à voter pour cette politique? Si ça vous coûtait 100 de plus chaque année d'impôts, 200 et cetera. Donc voilà le type de question qui est posée.
Il rajoute ensuite des follow-up questions pour affiner un petit peu les réponses qui sont données. Et voici le genre de tableau de résultats qui peut être obtenu ensuite. Donc ici, vous avez pour les différentes valeurs possibles. Donc par exemple, les personnes qui répondraient 0 $ ou de l'ordre de 25 $ ou 50 $ et cetera jusqu'à 400 $. Vous avez à droite donc les résultats, le pourcentage des ménages ou des personnes, si vous préférez, qui répond telle somme. Je suis prêt à payer chaque année telle somme en impôts supplémentaires pour financer ce programme qui permettrait donc de réduire les blessures par balle et in fine aussi les morts, hein, de 30. Donc vous voyez qu'il y en a presque 20 18 qui répondent 0. Il y en a quelques-uns qui répondent seulement 25 $ ou 50 $ et puis il y en a d'autres, 25 et 37 carrément qui seraient prêts, qui déclarent en tout cas dans cette enquête, être prêts à financer ce programme à hauteur de 200 voire 400 $ d'impôts supplémentaires chaque année. Ce qui est quand même pas rien, hein. 400 $, ça commence à être une hausse d'impôts, qui peut être, un peu significative pour pas mal de ménages. Mais donc à partir de cet échantillon de 1 200 répondants, on peut du coup en déduire la valeur sociale globale pour tous les États-Unis finalement, qui serait dégagée par ce programme et donc combien les gens sont prêts collectivement à payer en termes d'impôts supplémentaires annuels pour réduire, vous voyez, les violences, par arme à feu, de 30. Donc c'est ce qu'ils font là, hein. Donc ils calculent une willingness to pay, autrement dit un consentement à payer, c'est le WTP, par ménage de l'ordre de 210 $, vous voyez, ce qui à l'échelle des États-Unis fait quand même 21 milliards de dollars annuels. Heu et donc si vous rapportez ça au nombre de blessures par balle évitées, hein, ça revient à dire que les Américains sont en moyenne prêts à consentir à des impôts plus élevés de l'ordre de 750 000 $ par an pour éviter, une blessure par balle. Donc voilà le type de résultat qu'on peut obtenir à partir de cette méthode de l'évaluation contingente. Je rappelle le point principal, la difficulté principale, c'est de poser la question d'une manière suffisamment, pertinente, précise, pour ne pas induire de biais et donc pour, avoir des résultats qui soient fiables. C'est ça toute la difficulté de cette méthode de l'évaluation contingente parce que vraiment après, tout ça est très, très simple, d'un point de vue technique. Hem OK, une fois qu'on a les données, de cette enquête, donc on peut faire, voilà, le calcul global de la valorisation sociale comme je viens de vous montrer. Donc on peut calculer la moyenne du consentement à payer ou à recevoir, multiplier cette moyenne par la population totale dans votre ville ou dans votre pays. Vous aurez donc l'estimation de la valeur sociale d'usage et d'existence d'une politique publique. Vous pouvez aussi, et c'est souvent important, étudier la distribution de ces consentements à payer dans la population. Pourquoi? Parce que la distribution, autrement dit la répartition des consentements à payer. Parce que ça vous informe sur le niveau de consensus ou au contraire de dissensus de votre politique publique. Si vous avez, comme c'était un peu le cas aux États-Unis là sur les armes à feu, une partie de la population qui est prête à payer beaucoup et puis une autre partie de la population qui est prête à payer zéro, voire potentiellement qui serait prête à payer, des montants «négatifs» entre guillemets, il faudrait la dédommager. Elle exigerait d'être dédommagée par des impôts inférieurs pour accepter que cette politique soit mise en place. Dans ces cas-là, quand vous avez une distribution très étalée avec des consentements à payer très différents, très polarisés, finalement, vous avez du dissensus, vous avez, une sorte de conflit dans la population, qu'il est intéressant au moins de connaître pour éventuellement le prendre en compte dans la décision politique. Mais au minimum de connaître ce niveau de dissensus, ou au contraire de consensus. Donc le fait de passer par une enquête, comme celle-là sur les consentements à payer, ça vous permet de savoir, comme on le fait un peu là sur ce graphique, est-ce que les consentements à payer ont tendance à être rapprochés autour d'une valeur moyenne? Ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup d'hétérogénéité, dans ces consentements à payer avec, des gens qui déclaraient très peu et puis beaucoup de gens qui déclaraient, beaucoup, par exemple? Donc c'est un premier point important dans l'analyse, hein, cette analyse du consensus ou du dissensus.
Puis un deuxième élément, hein, qu'on peut tirer de ces données collectées par questionnaire, c'est évidemment ensuite d'essayer de rentrer un peu plus dans le détail, notamment par des régressions économétriques, pour comprendre qu'est-ce qui fait que le consentement à payer, donc qui est la variable à expliquer ici à gauche, il est grand ou au contraire faible. Et donc ça dépend des caractéristiques des individus, bien souvent. Ça peut être leur âge, ça peut être leur niveau de revenu, ça peut être est-ce qu'ils sont bénéficiaires directement de la politique publique ou pas du tout? Et donc ça permet, ces régressions-là, en calculant les différents coefficients, hein, comme d'habitude, bêta 1, bêta 2, et cetera, d'isoler ce qu'on appelle les déterminants du consentement à payer des gens pour cette politique publique. Qu'est-ce qui fait que les gens sont prêts à payer beaucoup ou pas? Donc qui est prêt à payer combien et surtout pourquoi? Bien souvent, ce sont des questions, importantes pour les décideurs publics de savoir vraiment qui est prêt à payer, ou qui supporte, qui soutient vraiment ce projet-là, qui est contre, qui ne le soutient pas du tout, et cetera. Ça permet notamment de mieux designer potentiellement la politique publique. Donc voilà pour cette méthode, basée sur, des questionnaires, des enquêtes, qu'on appelle, l'évaluation contingente, hein, où on pose la question de manière assez directe, hein, sur le consentement à payer ou à recevoir des gens. Et donc pour terminer ce chapitre 2, une dernière méthode assez liée à la précédente, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des choix discrets ou aussi la méthode des, choix multiples. Donc, cette méthode-là, en anglais, c'est ce qu'on appelle la méthode des discrete choice experiments, des expériences de choix discrets. Et donc, l'idée dans ces méthodes-là, ça va être de demander à nouveau par questionnaire, finalement, à des individus, mais on ne va pas leur poser une seule question, finalement, sur leur consentement à payer, de manière très directe. On va leur demander de choisir entre différentes options qui portent sur une même politique publique. Et donc ces différentes options, à chaque fois, on va faire varier des caractéristiques de cette politique publique, des paramètres, des attributs, ce qu'on appelle des attributs, hein, dans cette littérature-là, mais retenez simplement les caractéristiques ou plusieurs aspects d'une politique publique. Hem Donc l'article fondateur, vous voyez, il est assez ancien à nouveau, en 1966, Lancaster, A New Approach to Consumer Theory. Et donc l'idée de cet article, c'était de bien montrer, isoler le fait qu'un consommateur, comme un citoyen finalement, quand il décide d'acheter un bien ou un service, mais en réalité, il achète certes un bien, mais qui est composé de tout un tas d'attributs, tout un tas de caractéristiques. Une caractéristique, du bien, ça va être la marque. Une autre caractéristique, ça va être, la qualité. Une autre caractéristique, ça peut être le design, le look, du bien en question, et cetera. Et puis, il y a évidemment une autre caractéristique déterminante, c'est le prix, de vente. Mais donc les citoyens, comme les consommateurs, ils valorisent, ils mettent en balance tous ces paramètres, tous ces attributs, heu un des attributs étant le coût financier, le coût fiscal typiquement d'une politique publique, au même titre que des consommateurs. Donc ça nous amène à, cette méthode des choix discrets donc qui est applicable dans le cas, de choix de politique publique. Et donc imaginez par exemple, si on considère, un projet de construction d'une ligne de tramway. Un tramway, une ligne de tramway, une nouvelle ligne, elle est caractérisée par tout un tas d'attributs. Il y a le tracé précis de la ligne de tramway, il y a la fréquence de passage, est-ce qu'il passera toutes les 4 minutes ou toutes les 10 minutes, le nombre d'arrêts desservis, la capacité d'accueil, l'aménagement urbain autour, et cetera, et cetera. Et le mode de financement, tous ces choix ayant évidemment des coûts, des coûts sur, pour le budget local ou pour le budget, national éventuellement. Donc une expérience de choix discret, si on l'amène sur ce projet-là, elle va viser à mesurer donc les préférences des individus vis-à-vis de ces différents attributs, par exemple la fréquence de passage, le nombre d'arrêts, le coût total du projet, et cetera, pour essayer de choisir la politique publique la meilleure d'après les réponses des individus, des citoyens. Il y a certains aspects, par exemple, qui peut-être sont très peu déterminants pour les gens, qui comptent peu, et puis d'autres aspects qui comptent énormément.
Donc peut-être que la fréquence de passage, ça compte pas beaucoup, mais par contre, c'est le nombre d'arrêts qui compte beaucoup ou inversement. Et donc avec ces méthodes, on va pouvoir justement essayer de comprendre quels sont les attributs, les caractéristiques d'un projet ou d'une politique publique qui sont vraiment déterminantes, qui ont de la valeur, qui génèrent de la valeur ou au contraire qui génèrent de la désutilité potentiellement, hein, ça dépend de quoi on parle. Et puis on va pouvoir aussi, puisque un des paramètres c'est le coût, on va pouvoir essayer de voir en relatif, quelle est la valeur sociale dégagée par une certaine caractéristique, par exemple, améliorer la fréquence de passage, les gens sont prêts à payer combien? Et ça, on va pouvoir le comprendre en regardant la mise en balance qu'ils font entre fréquence de passage et puis le coût pour la collectivité ou bien le coût du billet, si le mode de financement, c'est en achetant des billets ou des abonnements, hein, ce qui est quand même assez habituel. OK? Donc on procède par questionnaire et ces questionnaires, pour être un peu plus précis, hein, ils ressemblent à, ce genre de vignette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vignette avec, vous voyez, différentes options, option A, option B, option C. On va demander tout en bas à la personne de choisir parmi ces options celle qu'il ou elle préfère et vous voyez que ces options, elles diffèrent sur différents aspects, différentes caractéristiques. Donc l'option C, vous voyez, c'est carrément vous allez utiliser votre voiture. On l'interroge sur le mode de transport. Bon, bah là, ce sera la voiture individuelle. Les 2 premières options A et B, bah, vous voyez qu'on est en train de parler d'un tramway. Simplement, dans l'option A, le tramway, bah, il fera face à des retards, mais de l'ordre de 15 minutes dans 20 des cas, alors que dans l'option B, il y aura des retards plus longs de 30 minutes que dans 10 des cas. La fréquence des trains ou des tramways, vous voyez, est différente. Le temps de déplacement aussi. Oui, pardon, c'est plus des trains d'ailleurs, des trains régionaux probablement que des tramways ici. Et puis, il y a aussi la question du coût de déplacement qui est différente dans les différentes, options, option A, option B et puis, option C. Et donc à partir de cette vignette-là, on demande aux gens de bien réfléchir, regarder les différentes options, les différentes caractéristiques et de choisir celle qui privilégierait, celle qu'ils préfèrent. Et cette vignette-là, on va ensuite la répéter pour la même personne, mais en changeant un peu les paramètres. Donc l'idée de cette méthode des choix discrets, ça va être de répéter cet exercice intellectuel-là, de demander aux gens de choisir l'option qu'ils préfèrent, en faisant varier, option A, option B, option C, les caractéristiques de chacune des options. Donc on va faire varier, par exemple, le temps de déplacement ou le temps de retard, la fréquence des retards, etc., ou encore le coût de déplacement, le prix, pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent une option à une autre. Qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent le train à la voiture? Qu'est-ce qui est déterminant? Est-ce que c'est la question des retards? Est-ce que c'est la question du coût? Est-ce que c'est la question du temps de déplacement habituel, etc. Et donc, en répétant ce type de vignette plusieurs fois et sur des centaines idéalement de personnes, on va pouvoir comprendre quels sont les déterminants importants, qui gouvernent les choix de consommation ou les préférences des citoyens. Donc un autre exemple, hein, ici, ça concerne des mesures compensatoires. Donc là, on parle, des agriculteurs en Picardie. Donc c'est une expérience qui a été menée auprès d'agriculteurs en Picardie, où on leur demandait, quelles étaient les mesures compensatoires qui préféré, qui privilégié, hem, pour, avoir un comportement, on va dire, qui permet de, enfin je j'ai plus en tête tout à fait le contexte, mais qui permet qui les incite, on va dire, à préserver, leur, espace naturel. Alors un point, vous voyez, c'est le cahier des charges qu'on leur demande de remplir et s'ils acceptent de remplir un cahier des charges, alors ils vont pouvoir bénéficier de compensations, de mesures compensatoires, de compensations financières. Donc les compensations financières, vous voyez, elles apparaissent plutôt en bas du tableau et en haut, il y a ce qu'on leur demande, le cahier des charges. Donc le cahier des charges, par exemple, dans la version A, ce qu'on appelle le cahier des charges niveau 2, avec un certain niveau de fertilisation, par exemple. Fertilisation maximale, vous voyez, c'est 0 unité là. Pas de zone refuge, voilà le cahier des charges qu'on leur fixe. Un retard de fauche, fixé à une date plutôt qu'une autre.
voyez, les deux mesures compensatoires A et B diffèrent sur ce point. Les mesures compensatoires ou les projets diffèrent aussi sur la durée d'engagement qu'on imposera de respecter aux agriculteurs. Je m'engage à respecter ce cahier des charges sur 25 ans, seulement 18 ans, etc. Et puis, vous voyez donc que ça diffère aussi sur le bonus monétaire si jamais vous remplissez les conditions d'un bonus, ou au contraire pas de bonus, et puis la rémunération de la mesure qui est fixée, vous voyez, en hectares par an, 1100 hectares ou 800 euros par hectare et par an. Voilà. L'autre option, l'option C, entre guillemets, c'est aucune mesure. Je ne m'engage à rien, entre guillemets, en termes de préservation de la biodiversité, et donc je n'obtiens évidemment pas de rémunération ou de bonus. OK? Donc à partir à nouveau de ce genre de vignette où on demande aux agriculteurs de choisir, je préfère A, B ou C et ça de manière répétée plusieurs fois avec plusieurs scénarios différents, on va pouvoir à nouveau obtenir de l'information sur, finalement les arrangements que sont prêts à accepter ou non les agriculteurs ici et qu'est-ce qui vraiment a de la valeur ou au contraire crée beaucoup de désutilité, qu'est-ce qui en crée moins? Donc, si on passe à la phase un peu d'exécution, donc comme d'habitude, on va devoir choisir la population, cible qu'on interroge et viser un échantillonnage aléatoire dans cette population. Il va falloir choisir les attributs sur lesquels on interroge les personnes ou les caractéristiques qu'on va vraiment étudier. Donc, il faut en choisir un nombre souvent assez limité parce que si on fait varier trop de caractéristiques à la fois, vous l'avez peut-être vous-même un peu vécu, ça devient vite très compliqué de comparer option A, option B, option C s'il y a trop de choses qui changent finalement. Donc généralement, on se limite à 4, 5, maximum 6 attributs, qu'on va étudier sur une même vignette et évidemment, il faut que ce soit des attributs qui, a priori, font sens pour les décisions des consommateurs, des citoyens, des agriculteurs. Ensuite, au sein de chaque attribut, vous avez vu, on doit choisir les niveaux qu'on teste. Donc par exemple, le niveau de rétribution pour un agriculteur, est-ce que c'est 1 100 ou 800 € par hectare? Idem pour les temps, de trajet, en train. Donc il faut fixer des niveaux qui soient crédibles, pertinents. Il faut limiter aussi le nombre, c'est le quatrième point, de scénarios qu'on va tester, hein. On ne peut pas tester une infinité de scénarios, sinon ça devient très, très compliqué, voire impossible d'affirmer sa préférence pour tel scénario par rapport à un autre. Donc il faut pouvoir garder l'attention des personnes et donc on doit les interroger sur quelques scénarios, mais pas trop non plus et de manière pas trop répétée. Hem Et donc une fois qu'on a designé vraiment notre questionnaire, par choix discret, on va analyser les données grâce à nouveau à des traitements économétriques. Donc à nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est d'utiliser l'économétrie pour pouvoir comprendre, identifier quels sont les déterminants importants du choix des gens entre les différentes options. Donc ça permet de révéler quelles sont les caractéristiques qui ont de la valeur, qui génèrent de la valeur pour les gens et quelles sont au contraire les caractéristiques qui n'ont pas de valeur, voire même qui créent de la désutilité. Donc c'est ça l'idée, de base et l'intuition évidemment, à nouveau, c'est une hypothèse de rationalité, hein. C'est l'idée qu'un répondant va choisir une option plutôt qu'une autre, par exemple la A plutôt que la B, si l'utilité que génère pour lui cette option A est supérieure à l'utilité qu'il peut espérer de l'option B. Donc c'est vraiment, l'hypothèse de base, l'hypothèse de rationalité. On fait des choix qui a priori vont dans le sens de nos intérêts. Ça paraît pas, ça paraît assez pertinent comme hypothèse. Et donc une fois qu'on a mis en place ces questionnaires et qu'on a estimé, nos modèles, économétriques, on aboutit comme toujours à des tableaux de régression économétrique. Donc à nouveau, vous voyez des coefficients et puis vous voyez des étoiles qui nous indiquent leur significativité statistique, autrement dit leur niveau de précision. Donc là, on peut se contenter de discuter de la première colonne de résultats qui nous parle, vous voyez, donc des différents attributs qui ont été testés sur les agriculteurs en Picardie, le cahier des charges, la «sévérité» entre guillemets, l'exigence du cahier des charges qui est proposé, la durée d'engagement. Donc vous voyez que dans les 2 cas, les coefficients sont négatifs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on demande à un agriculteur de s'engager sur longtemps et sur des contraintes, un cahier des charges qui est exigeant, moins il a tendance à souhaiter cette option, qui est à peu près humain et naturel. OK? Maintenant, les bonus monétaires ou la rémunération, vous voyez, eux aussi, ils apparaissent positivement de manière statistiquement significative. Là aussi, c'était tout à fait attendu, hein. Si on rémunère plus une, option, un projet, a priori, il va être, privilégié. Je vais pas aller plus dans les détails, hein, de ces résultats, mais simplement pour vous dire que, à nouveau, en étudiant les écarts dans ces coefficients, on va pouvoir isoler la valeur spécifique de chaque attribut et donc ça va nous permettre de designer au mieux la politique publique en comprenant bien qu'est-ce qui a beaucoup de valeur, qu'est-ce qui a peu de valeur, qu'est-ce qui génère beaucoup de désutilités, qu'est-ce qui en génère moins. On peut même étudier ce qui est fait dans les colonnes, classe 1, classe 2, classe 3, l'hétérogénéité des préférences dans la population. Donc ici, il y a certains groupes d'agriculteurs qui se distinguent, certains qui valorisent beaucoup, par exemple, la rémunération financière, d'autres qui valorisent beaucoup, entre guillemets, «le cahier des charges». C'est-à-dire que si on leur impose beaucoup d'exigences, ça va vraiment les dissuader de participer, alors que d'autres sont moins dissuadés par ce niveau d'exigence. C'est par exemple la classe 2, vous voyez, il y a un coefficient qui est faible, faiblement négatif et pas significatif. Donc ça veut dire que cette classe 2 d'agriculteurs, ce deuxième groupe, c'est pas très grave pour eux, entre guillemets, si on est exigeant sur le cahier des charges. Donc ça permet donc d'aller assez loin, ce type de méthode, d'aller assez loin dans le design précis d'une politique publique pour qu'elle, soit la plus efficace possible et qu'elle génère à la fin le plus de valeur sociale possible, qu'elle soit le plus acceptée possible et cetera. Donc voilà pour ces méthodes. Évidemment, c'est allé un peu vite, parce qu'on peut pas rentrer dans tous les détails et il y a tout un tas d'aspects, très techniques sur lesquels, je peux pas rentrer, hein, en tout cas pas de manière détaillée, hein, ça serait trop long et assez complexe. Mais ça vous donne en tout cas une image, assez complète des différentes méthodes donc qui nous permettent d'évaluer ce que j'ai appelé ici le non marchand, donc toutes ces méthodes d'élicitation des préférences. Donc évidemment, on pourra revenir, rapidement en cours, sur certains points avant de passer donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, au chapitre 3 consacré donc à la question de l'évaluation d'impact, des politiques publiques. Quel est l'impact de la mise en place d'une politique publique X sur un indicateur ou des indicateurs Y? Et donc ça fait référence aux méthodes d'estimation causale. Donc on reparlera un peu d'économétrie, mais à nouveau en se concentrant sur les intuitions. Voilà, donc j'arrête le partage et puis je m'arrête là pour cette vidéo. À jeudi prochain.